La Lune pourrait cacher des milliards de dollars en matériaux sous sa surface poussiéreuse. Et la NASA est sur le point d'en obtenir une partie. Leur nouvelle technologie de forage lunaire vient de réussir son premier grand test, et ils pourraient, grâce à cela, avoir franchi une toute nouvelle frontière, l'exploitation minière spatiale. Ce n'est pas seulement une avancée scientifique, ça pourrait changer l'économie américaine pour toujours. Et peut-être même remodeler la vie sur Terre. Car ils ont découvert quelque chose de rare dans le sol lunaire, quelque chose qui pourrait devenir essentiel pour nous à l'avenir, de l'hélium-3. Bon, alors, vous connaissez l'hélium, n'est-ce pas? C'est le gaz qui fait flotter les ballons d'anniversaire. L'hélium-3, c'est autre chose. C'est un isotope spécial de l'hélium, ce qui signifie essentiellement qu'il a le même nombre de protons. 2, soit dit en passant, mais un nombre différent de neutrons. En langage chimique, cela signifie que c'est rare, genre super rare. Pourquoi est-ce important? La Terre avait autrefois de l'hélium-3, en grande quantité d'ailleurs, mais lors de la formation de notre planète, cet isotope s'est en grande partie échappé dans l'espace. Il s'avère qu'il est très léger, il n'a donc pas pu rester. Cependant, nous pouvons encore en trouver ici et là, principalement à l'intérieur de notre belle boule bleue. Je veux dire, il y en a en fait des quantités piégées sous terre, de très grandes quantités, selon ce que certaines études récentes pourraient en suggérer. Mais néanmoins, le problème est que l'extraction de l'hélium-3 est coûteuse, limitée et vraiment difficile. Tellement difficile, en fait, que l'extraire sur la Lune est un jeu d'enfant en comparaison. Pour vraiment comprendre pourquoi l'extraction de l'hélium-3 dans l'espace pourrait être plus facile, nous devons rapidement comparer la Terre et la Lune. Alors, voilà le Soleil, n'est-ce pas? Cette énorme boule de feu dans le ciel éjecte en permanence des tonnes d'hélium-3. Quand cet hélium-3 atteint la Terre, le champ magnétique de notre planète agit comme un énorme bouclier invisible. En gros, il dit « non, pas ici ». Et il en dévie la plus grande partie. Mais la Lune n'a pas de gentil champ magnétique protecteur comme la Terre. Ainsi, lorsque l'hélium-3 atteint la Lune, il frappe directement sa surface et se retrouve piégé dans le régolithe lunaire. C'est la couche superficielle de poussière, de terre et de débris rocheux qui recouvre la Lune. Et il pourrait y en avoir des tonnes, littéralement. On estime qu'il y aurait même entre 1 et 3 millions de tonnes d'hélium-3 sur la Lune. Et le plus beau, c'est que presque tout ça se trouve très probablement dans la couche supérieure du sol lunaire. Ainsi, au lieu d'un forage intensif, il pourrait suffire de ramasser simplement un peu de poussière lunaire. C'est pourquoi beaucoup de gens pensent que récupérer de l'hélium-3 sur notre satellite naturel pourrait en réalité être beaucoup plus facile, et peut-être même moins cher, que de creuser profondément sous terre ici. Vous vous demandez probablement, pourquoi se donner tant de mal? Je veux dire, si l'hélium normal fonctionne déjà pour les ballons d'anniversaire, quel est l'intérêt d'avoir de l'hélium-3? Eh bien, pour commencer, on l'utilise déjà dans la technologie médicale avancée, comme l'imagerie par résonance magnétique et les rayons X. Mais voici ce qui changerait véritablement la donne. L'hélium-3 pourrait réellement mettre fin à notre dépendance aux combustibles fossiles, de façon définitive. Cet isotope rare pourrait être utilisé pour des réacteurs de fusion nucléaire avancés, ici sur Terre. En d'autres termes, il pourrait nous fournir une énergie nucléaire non seulement super efficace, mais aussi bien plus sûre. Vous voyez, la plupart des centrales nucléaires aujourd'hui fonctionnent grâce à un processus qu'on appelle la fission. Elles utilisent de l'uranium-235. Et lorsque ces atomes se scindent, vous obtenez une grande quantité d'énergie. Mais vous obtenez aussi autre chose, des déchets radioactifs. Et oui, c'est tout aussi dangereux que cela en a l'air. Mais l'hélium-3 est différent. Il pourrait alimenter les réacteurs futurs grâce à un processus qui porte le nom de fusion. Si vous mélangez de l'hélium-3 avec un type d'hydrogène appelé deutérium, vous obtiendrez là aussi beaucoup d'énergie, mais sans tous les déchets dangereux. Cela pourrait également être rentable. Disons qu'en un seul convoi en navette spatiale, on pourrait transporter environ 25 tonnes d'hélium-3. Eh bien, cela suffirait à alimenter l'ensemble des États-Unis pendant 1 an. Les scientifiques pensent qu'il y a suffisamment d'hélium-3 sur la Lune pour alimenter le monde entier pendant 10 000 ans. Ce ne sont pour l'instant que des estimations. Mais le potentiel est si enthousiasmant que la demande pour l'hélium-3 est déjà en train d'exploser, tout comme sa valeur. En 2024, certains experts ont affirmé que le marché de l'hélium-3 valait environ 670 millions de dollars. Cette année, il est prévu qu'il atteigne environ 730 millions. Et d'ici 10 ans, les spécialistes pensent qu'il pourrait avoisiner le $1,5 milliard de dollars. Désolé pour tous ces chiffres,
Je voulais juste vous montrer pourquoi l'exploitation minière de la Lune est importante. Cela pourrait en fait nous sauver d'une future crise énergétique en nous fournissant une source presque infinie d'énergie nucléaire propre. Tout semble parfait jusqu'à présent, mais un grand défi se pose à nous. Exploiter l'hélium-3 sur la Lune est une chose, le ramener sur Terre est une toute autre histoire. Alors, examinons une solution possible. Tout d'abord, des robots ou des machines spécialisées perceraient le sol lunaire, ou se contenteraient de ramasser de la poussière sur notre satellite pour recueillir de l'hélium-3. Ensuite, celui-ci serait conditionné dans des conteneurs, puis lancé depuis la Lune en direction de la Terre. Lorsque les conteneurs s'approcheraient de la Terre, un vaisseau appelé le Space Rapid Transit les récupérerait en orbite. C'est une sorte de camion spatial réutilisable, avec des moteurs qui peuvent même utiliser l'air pour la propulsion. Finalement, le vaisseau atterrirait dans un aéroport ici sur Terre. De là, l'hélium-3 se dirigerait directement vers les centrales électriques, nous offrant une énergie propre, sûre et presque illimitée. Vous voyez comme tout ça semble difficile, n'est-ce pas? Bien sûr, les spécialistes cherchent encore les meilleures façons de transporter tout cet hélium-3. Mais une chose est certaine, nous nous rapprochons de plus en plus de la construction d'une base minière complète sur la Lune. La NASA a récemment testé une nouvelle technologie de forage appelée Trident. Dès que cet appareil a touché la surface lunaire, il s'est immédiatement mis au travail, et il a parfaitement fonctionné. Pour l'instant, son objectif principal est de ramener de la Terre à la surface afin que les scientifiques puissent l'étudier. Ils veulent en savoir plus sur la résistance du régolithe lunaire et comment il réagit au forage. C'est une étape passionnante vers l'exploitation minière extraterrestre. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'hélium-3. Beaucoup d'autres choses précieuses peuvent être extraites de la Lune. Par exemple, il y a de la glace d'eau à sa surface, et à partir d'elle, nous pourrions extraire de l'oxygène et de l'hydrogène. Ensuite, il pourrait y avoir des métaux rares et coûteux comme le platine, le rhodium et l'iridium. Nous pourrions même extraire du fer, du silicium et de l'aluminium. Parfait pour construire des objets directement en orbite, comme de futures stations spatiales ou d'autres infrastructures. Maintenant que vous savez à quel point l'exploitation minière de la Lune pourrait être importante, vous vous demandez probablement, est-ce que tout cela est autorisé? Je veux dire, qui possède réellement la Lune? La réponse courte, personne. Même si la NASA s'y trouve pour faire des recherches, cela ne signifie pas que les États-Unis possèdent la Lune. En 1967, certaines nations ont signé le Traité de l'espace. Il stipule essentiellement que personne ne peut revendiquer la propriété de notre satellite naturel ou de tout autre corps céleste. Ni d'un astéroïde, ni d'une planète, ni même d'une roche flottant au hasard. Donc, si un pays veut explorer la Lune, bien sûr, il peut le faire. Mais il ne peut pas y planter son drapeau et déclarer « c'est à nous maintenant ». Là où les choses deviennent compliquées, c'est au niveau des entreprises. Il n'y a pas vraiment d'accord sur ce que les entreprises privées peuvent ou ne peuvent pas faire là-bas. Par exemple, une entreprise privée installe une base lunaire. Elle pose un vaisseau spatial, construit une petite station et commence même à creuser. La base elle-même leur appartient, certes, mais le terrain sur lequel elle est installée ne leur appartient pas. Jusque-là, tout le monde est d'accord. Le problème, c'est que le traité ne précise pas vraiment ce qu'il advient des matériaux qu'ils extraient. Personne ne sait si ces ressources leur appartiendraient. Et si les matériaux n'appartiennent pas techniquement à l'entreprise, ont-ils le droit de les vendre? Difficile à dire. Alors, oui, désolé. Même si vous aviez l'argent nécessaire pour construire votre propre base lunaire, vous ne pourriez probablement pas simplement ramasser de l'hélium-3 et le ramener comme souvenir. Je veux dire, sauf si vous voulez risquer de devenir la première personne interdite de séjour sur la Lune. Certains lieux ne semblent pas importants jusqu'à ce que le monde réalise qu'ils détiennent les clés de l'avenir. C'est le cas de l'Arctique canadien. Pendant la majeure partie de l'histoire, il n'y avait là que de la glace, de la neige, des rochers, des caribous et encore plus de glace. Mais maintenant, la région est sur le point de devenir l'une des plus importantes de la planète et pourrait faire du Canada une superpuissance mondiale. Pourquoi? Parce qu'elle recèle de minéraux dont on a besoin pour les véhicules électriques, les satellites et les systèmes de missiles, et la demande explose. Il ne s'agit toutefois pas simplement d'extraction et de ressources, il s'agit aussi de contrôle. Actuellement, la Chine a une avance considérable car elle raffine plus de 90% des terres rares mondiales. Cela signifie que si vous voulez lancer un satellite, fabriquer des appareils électroniques avancés ou même simplement maintenir l'éclairage de votre maison intelligente, il y a de fortes chances que vous dépendiez de la Chine, et cela rend la plupart des grandes puissances mondiales très nerveuses.
parce que au moment où tout devient électrique, personne ne veut dépendre de son principal rival géopolitique. Ainsi, la course internationale aux technologies propres a officiellement démarré. Les États-Unis, l'Europe, le Japon, l'Australie, tous sont en compétition. Cependant, les dernières technologies et un potentiel inexploité pourraient donner au Canada un bel avantage. Le Canada possède ces minéraux depuis des décennies, mais en raison des prix bas, du terrain difficile et de l'absence d'une véritable ruée mondiale, personne n'y a encore vraiment touché. Cependant, Ottawa s'est enfin décidé à passer à l'action. En 2022, le Canada a lancé sa stratégie sur les minéraux critiques, avec des milliards en financement et des avantages fiscaux pour inciter les entreprises à aller creuser. Il projette également de construire les routes, les ports et les lignes électriques nécessaires pour accéder à ces gisements reculés du Grand Nord. Le Canada produit déjà plus de 60 minéraux et métaux, mais 31 d'entre eux sont désormais considérés comme critiques. 6 d'entre eux reçoivent un traitement de faveur. Le lithium, le graphite, le nickel, le cobalt, le cuivre et les terres rares. Mais déterrer ces trésors n'est que la première étape. Le vrai plan? Garder tout ça sur place, transformer ces richesses glacées en batteries flambant neuves sur les lieux mêmes de l'extraction. Cela signifie qu'ils construiront non seulement des mines, mais aussi des raffineries, des centres de traitement et des usines de haute technologie dans un lieu où il n'y avait jusque-là que des congères et du silence. Alors que d'autres en discutent encore, le Canada s'affaire à bâtir des routes et à tendre des lignes électriques. Lentement mais sûrement, il transforme les champs de neige en des terrains de jeu high-tech. Accéder à tous ces trésors enfouis était autrefois presque impossible. Après tout, nous parlons de terres reculées où aucune voie n'a jamais abouché. Le sol est gelé en profondeur pendant la majeure partie de l'année. Et même si vous trouviez quelque chose de précieux, le transporteur était un véritable cauchemar logistique. Alors, qu'est-ce qui a changé? Le Canada a un atout dans sa manche, l'IA. Je ne sais pas ce que vous en faites, mais moi, je l'utilise principalement pour créer des mèmes et de la musique. Et les géologues, ils scannent l'Arctique au rayon X comme si c'était Minecraft. Au lieu de forer à l'aveugle, ils utilisent des échantillons de carottes datant de plusieurs décennies, les analysent avec l'IA et obtiennent des prévisions étonnamment précises sur ce qui se trouve sous la surface. C'est comme passer d'une carte au trésor de vieux pirates à un GPS qui vous indique où creuser exactement. Des entreprises comme Geologica AI et Cobalt Metals sont déjà au travail. Elles intègrent ces données dans l'IA afin d'obtenir la localisation précise du nickel, du cobalt et des terres rares. Dans les territoires du Nord-Ouest, le Canada dirige un laboratoire pilote qui utilise l'IA et la numérisation pour réanalyser des échantillons de roches datant de plusieurs décennies. L'objectif est de repérer des gisements minéraux cachés que les méthodes anciennes auraient pu manquer. Et ce sans creuser un seul nouveau trou. Tout cela a l'air plutôt génial, mais j'ai peut-être présenté les choses de manière un peu trop simplette. Creuser dans l'Arctique est une immense galère logistique. Pour commencer, il ne s'agit pas seulement d'un coin reculé. L'Arctique canadien est immense. Il représente presque la moitié du pays, s'étendant sur le Yukon, les territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. Nous parlons d'une région plus grande que l'Inde, mais avec moins d'habitants qu'une petite ville. La plus grande partie est constituée de pergélisols, de terres sauvages et d'îles complètement glacées disséminées à travers tout l'archipel. Les températures vont de 10 degrés seulement en été à moins 40 ou même moins, avec un sol qui reste gelé presque toute l'année. Fait amusant. Saviez-vous que moins 40 degrés Celsius est l'équivalent de moins 40 degrés Fahrenheit? C'est la seule température où les deux systèmes se croisent. Ils possèdent chacun leur rythme et ne se rencontrent que quand il fait suffisamment froid. Voilà, c'était pour les passionnés de la météo, dont je fais partie. On ne peut donc pas simplement débarquer en camion et commencer les travaux en Arctique. Là-bas, les routes s'arrêtent. Vous voulez construire quelque chose? Cela vous prendra des années, et un hiver rigoureux peut tout mettre en suspens. Et si vous voulez continuer vers le nord, il vous faudra plus de tout. Encore plus de nourriture, plus de carburant, plus de machines, ce qui signifie encore plus d'argent. Et à propos d'argent, un autre fait glaçant est le coût d'une telle opération. L'exploitation minière dans l'extrême nord est bien plus chère qu'en Australie ou au Chili par exemple. Une IA pourra vous indiquer où se trouvent les minéraux, mais il faut encore que des gens et de grosses machines aillent creuser. Et cela coûte une fortune. Et ce n'est pas tout. La majeure partie du nord canadien est un territoire autochtone. Les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis y vivent depuis des milliers d'années. Et les zones riches en minéraux se trouvent souvent directement sur leurs terres ancestrales. Donc, lorsque le Canada parle de débloquer l'Arctique, il ne s'agit pas seulement de routes et de robots. C'est aussi une question de partenariat et de collaboration.
Les autorités ne peuvent pas simplement faire ce qu'elles veulent. Légalement, ces projets nécessitent la consultation et le consentement des peuples autochtones. La bonne nouvelle. Certaines communautés ne se contentent pas de collaborer, elles ouvrent sur la voie. Dans des régions comme le Nunavut et les territoires du Nord-Ouest, des sociétés autochtones et des puissances mondiales façonnent déjà le développement. Si le Canada veut réussir, il aura besoin de bien plus que d'une technologie de pointe et de gros investissements. Il lui faudra aussi la confiance. Donc, avec tout cela à l'esprit, le Canada peut-il y parvenir? Honnêtement, avec les avancées technologiques et les partenariats, cela ne semble pas impossible. Car le Canada ne se contente pas de faire telle ou telle chose très bien. Il assure sur tous les tableaux en même temps. Résumons. Ressources cachées? Oui. Nouvelle stratégie? En place. Gros financement? Approuvé. Outils d'IA? Déployés? Partenariat avec les autochtones? En cours? Infrastructure? Déjà en chantier. C'est une boule de neige qui se transforme en avalanche. L'exploration stimule l'investissement. L'investissement accélère les routes. Les routes ouvrent plus de gisements. Plus de gisements attirent plus d'usines. C'est un cercle vertueux, et s'il continue à l'alimenter, toute l'opération dans l'Arctique pourrait passer d'une simple idée à un véritable empire en un temps record. L'expression « actif gelé » prendra alors un tout nouveau sens. Mais cela ne profite pas seulement au Canada. Cela pourrait également épargner aux États-Unis de nombreux problèmes. Si tout se déroule comme prévu, les États-Unis n'auront pas besoin de commander des terres rares à l'autre bout de la planète. Ils pourront simplement regarder vers le nord, saluer les caribous et obtenir ce dont ils ont besoin de leurs voisins le plus proche. C'est pourquoi les États-Unis soutiennent publiquement cet effort, avec un appui logistique et des financements permettant de construire une chaîne d'approvisionnement nord-américaine de confiance. Pour le Canada, cela pourrait être l'occasion de passer de simples fournisseurs de matières premières au statut d'acteurs de premier plan dans l'économie des technologies propres. Pour les États-Unis, c'est un peu comme s'ils découvraient que leur voisin a secrètement construit une usine de batteries dans son arrière-cour au moment où il cherche justement à construire des véhicules électriques. Et globalement, l'abondance de ressources tend à faire baisser les prix. Et c'est toujours une bonne chose pour nous autres gens ordinaires. Du cobalt, du nickel et du lithium moins chers signifie des batteries moins chères. Et des batteries moins chères signifient des véhicules électriques, des systèmes de stockage d'énergie, des téléphones, des ordinateurs portables, tout ça plus abordable. Maintenant, ne vous emballez pas trop vite. Comme nous l'avons dit, l'exploitation minière dans l'Arctique n'est pas bon marché. Mais en théorie, une fois que le moteur de la technologie propre du Canada sera pleinement opérationnel, une offre plus importante et des chaînes d'approvisionnement plus courtes devraient progressivement réduire les coûts. Et ce n'est pas seulement une question de prix, il s'agit aussi de stabilité. Actuellement, si un pays réduit ses exportations ou est pris dans des enjeux politiques, tous ceux qui dépendent de lui sont déstabilisés. Mais avec le Canada intervenant comme un fournisseur fiable, le système mondial pourrait bénéficier d'un peu plus de marge de manœuvre. Les fabricants pourront cesser de s'inquiéter des points de défaillance uniques et commencer à construire avec plus de confiance.